Avant, la diplomatie c'était des gars en col serré qui s'échangeaient des politesses dans des salons consulaires. Maintenant, avec les réseaux sociaux et Donald Trump, ça ressemble plutôt à ça. Plus provocateur que diplomate, The Donald semble préférer Twitter à la tribune de l'ONU. Et même si ça nous fait marrer parfois, dans le fond ça craint un peu. Aujourd'hui dans Cassius Bolos, on prend 5 minutes pour se demander ce que tout ça révèle sur les pratiques diplomatiques de notre temps, et si un tweet pouvait vraiment mettre le feu aux poudres. Aujourd'hui, Internet, c'est un peu le 6e continent de la diplomatie. Ça, les Américains l'ont compris depuis longtemps, et ils n'ont pas attendu l'élection du président Orange pour entrer dans la modernité. Autant le dire tout de suite, le problème avec Trump, c'est pas tellement qu'il utilise Twitter. Aujourd'hui, tous les dirigeants le font, et ça témoigne plutôt d'une évolution technologique classique entamée depuis la fin des années 2000. Là où les anciens présidents s'époumonaient à faire passer des messages uniques via des canaux officiels comme la radio et la télé, l'administration Obama, elle, innovait et se mettait à l'heure des réseaux sociaux. On se met à retransmettre les discours officiels sur YouTube, on diffuse via les comptes des ambassades des fragments choisis et traduits en fonction du public visé. Tout est pensé dès 2009 par Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, dans le but de moderniser la diplomatie publique américaine et de faire entrer la présidence dans l'ère de la communication numérique. La diplomatie publique, en gros, c'est les procédés employés par un État pour communiquer auprès des publics étrangers. C'est un discours qui s'adresse non plus seulement aux élites diplomatiques, comme le veut la tradition, mais à l'opinion publique internationale dans son ensemble. L'objectif de tout ça, c'est d'améliorer le capital sympathie d'un État aux yeux du monde. C'est dans cette optique que le compte POTUS, President of the United States, avait été créé en 2015. À cette époque, Trump, alors star de télé-réalité, est déjà bien installé sur Twitter et se fait remarquer par sa propension à brasser du vent. Politique People saupoudré de misogynie, sa ligne éditoriale c'est plutôt #NoFilter. Sauf que depuis qu'il est au pouvoir, Donald semble privilégier son compte perso plutôt que le compte officiel de la présidence. Est-ce que c'est le président des États-Unis qui nous parle ou The Real Donald, star de télé-réalité? On finit par s'y perdre un peu. Quand on le voit en moins de 260 caractères se mettre à dos les Français, Make friends great again. Ou ici les Iraniens, 40 ans de corruption, 40 ans de répression, 40 ans de terreur, le régime iranien n'a amené qu'à 40 ans d'échecs. On comprend que toutes ces saillies contribuent activement à saper le travail des diplomates américains. Sérieux, on dirait des répliques de méchants dans James Bond. Ce genre de réplique, tu aimes? Pas sûr. On constate que Trump rompt carrément avec la déférence et les codes du discours diplomatique classique. Là où la diplomatie traditionnelle valorise les temps longs, le sérieux des échanges, le respect mutuel et la retenue, la logique de Twitter impose au contraire l'instantanéité et la familiarité, la provocation et l'imprévisibilité. Tous les ingrédients pour une diplomatie foireuse. Et cette tendance semble se propager aux autres pays, puisqu'à ce jour, 187 des pays membres de l'ONU disposent de représentation sur Twitter. Pour le meilleur, comme pour le pire. D'un côté, ça permet des échanges simplifiés, accélérés entre les États. Ça se like, ça se follow, ça s'envoie des messages privés en direct. Autant d'actes en apparence anodins, mais qui relèvent en réalité de la diplomatie. De l'autre côté, quand on les voit s'envoyer des fions online, on en vient à se demander si à l'ère de la conflictualité 2.0, un tweet peut valoir déclaration de guerre IRL. La question s'est réellement posée le dimanche 23 septembre 2017 avec ce tweet. Je viens d'entendre le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord s'exprimer aux Nations Unies. S'il se fait l'écho des pensées de Little Rocketman, ils ne seront plus là pour très longtemps. Le mec, c'est le chef de la première puissance militaire mondiale, et il est tranquillement en train de dire aux Nord-Coréens qu'ils n'en ont plus pour très longtemps. Forcément, dès le lendemain, le régime annonce par la voix de son ambassadeur à l'ONU: Depuis que les États-Unis nous ont déclaré la guerre, nous avons tous les droits d'abattre des bombardiers stratégiques américains, même s'ils ne se trouvent pas encore dans l'espace aérien de notre pays. Dans la foulée, la porte-parole de la Maison-Blanche est obligée de rectifier le tir. Nous n'avons pas déclaré la guerre à la Corée du Nord et franchement, une telle suggestion est absurde. Bon, heureusement pour nous, un simple tweet ne peut pas constituer officiellement une déclaration de guerre. En revanche, on l'a vu, il peut être interprété comme tel. Et si un jour il y en a un qui finit par en avoir marre de se faire troller sur Twitter et qu'il décide d'employer la force après un tweet un peu abusé, on pourra légitimement se poser la question de la responsabilité dans le déclenchement du conflit. Bref,
On comprend que cette évolution récente des pratiques et des discours diplomatiques sur la toile, ça révèle un joli potentiel de dégénérescence systémique à tendance chaotique. Et ça, c'est quand même pas super. Surtout quand on voit que de plus en plus de dirigeants se laissent tenter par la facilité de tweeter eux-mêmes. En façade, Twitter donne l'illusion d'une pratique diplomatique démocratique et transparente. Un accès direct de dirigeant à dirigeant et des citoyens à leurs dirigeants. D'autant qu'on constate une réelle envie de l'opinion publique de peser dans la décision diplomatique. Sauf qu'en pratique, les comptes officiels se risquent rarement à répondre aux internautes qui les interpellent. Et on se rend compte que ça tient plus de la lettre au Père Noël que du dialogue démocratique. Au final, on s'aperçoit que pour l'instant, le réseau de l'Oiseau Bleu permet surtout aux dirigeants du monde de se faire remarquer et de bousculer l'agenda international en imposant leurs thèmes. Du coup, on voit vraiment pas pourquoi les petits oiseaux de nos dirigeants s'arrêteraient de faire cuit-cuit.